Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Paix et sécurité en Afrique, quelle réponse doctrinale apporter face au radicalisme et à l'extrémisme religieux? Les chefs d'État et les chefs de gouvernement présents à la clôture de la 3e édition du Forum de Dakar ont évoqué cette question, tout comme celle relative à l'emploi des jeunes et au renforcement des moyens des armées. La loi sur le statut des magistrats a été adoptée par les députés. L'âge de la retraite pour ceux de la Cour suprême est désormais fixé à 68 ans et 65 pour les autres. Le budget du ministère de la Justice passe à 36 milliards de francs CFA. L'histoire du peuple balantre revisitée dans la rubrique au cœur de nos cultures. Entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, une ethnie et une longue tradition migratoire, le tout basé sur un ancrage culturel indéfectible. Bonsoir à tous et bienvenue. Clôture du 3e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les présidents du Nigeria, du Cap-Vert et du Sénégal ont participé au panel de cet après-midi sur le Présidium. Le Premier ministre du Mali, le vice-président du gouvernement de réconciliation de la Libye et le ministre français de la Défense. La sécurité, la démocratie et le développement, mais également la question du numérique et de l'emploi des jeunes, tout comme l'éducation, autant de sujets qui ont été abordés. Voici quelques extraits des allocutions qui ont été prononcées à la fin des travaux. La France n'intervient contre le terrorisme uniquement dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Ça a été le cas d'abord pour Serval, puis pour Barkhane au Mali. Ça a été aussi le cas pour Sangaris en Centrafrique. Elle le fait dans le respect du droit international. Elle le fait aussi lorsque, pour maintenir le droit international, il importe que des opérations militaires soient menées. Ma deuxième remarque porte sur l'évolution de nos dispositifs. Ce qui me paraît le plus important dans ce qui a été engagé dans le cadre de l'opération Barkhane, c'est la régionalisation de notre dispositif militaire, parce que la menace est régionale, elle n'est pas uniquement malienne, même si c'est beaucoup plus centré sur le Mali, et parce que les groupes terroristes se défient des frontières. Bien sûr, pour un pays qui est un archipel comme le Cap-Vert, ce cadre juridique est vraiment décisif. Nous sommes des îles, nous sommes un pays, un archipel qui est touché pour divers trafics de drogue, de trafic d'armes. Il y a le phénomène de la piraterie maritime. Et alors, pour nous, c'est vital que les États africains puissent, premièrement, obtenir un accord non seulement sur l'essentiel de la charte qui était signé pour beaucoup d'États, mais surtout sur les annexes plus de détails, plus détaillés, plus techniques, qui sont ouverts jusqu'à maintenant. Et pour nous, ça serait décisif du point de vue des négociations. Well, Je pense que lorsque j'avais pris la parole, j'avais parlé du golfe de Guinée qui part d'ici jusqu'en Angola. Bien sûr, je savais les efforts qui avaient été déployés par la France et les États-Unis d'Amérique lorsque ces deux pays ont organisé des exercices dans le golfe de Guinée. Et il est de notoriété commune que dans cette région, le Nigeria est le pays qui souffre le plus de cette situation, surtout du fait du vol de pétrole brut organisé par des Nigérians d'ailleurs.
qui transportent ce pétrole vers des tankers au large du Nigeria vers différentes destinations. Nous avons établi tous les contacts nécessaires pour savoir si nous pouvions récupérer certes une partie de ce pétrole brut qui nous a été volé. Nous avons contacté notamment les compagnies d'assurance, notamment la Lloyd's de Londres, pour savoir quel était le mouvement de ces cargos pétroliers, la quantité qu'ils transportent à chaque fois, les propriétaires, la destination de ces navires, les comptes des propriétaires. C'est donc un exercice très compliqué. Le Nigeria passe par les compagnies d'assurance, les compagnies de transport maritime. C'est le développement qui permet de résoudre les problèmes de sécurité, car la majorité des personnes impliquées dans les actes de terroristes ou dans les actes criminels, le trafic en êtres humains, drogue ou tout autre acte criminel, ce sont des jeunes qui n'ont pas de vie digne. Ce sont des jeunes auxquels, ou plutôt qui ont été obligés de recourir à des actes criminels parce qu'il n'y avait pas de développement et parce qu'il n'y avait pas d'autre voie. Bien évidemment, il faut offrir à ces jeunes une autre alternative sous forme. La démocratie est la base de tout, la démocratie et la liberté. Il faut donc établir ou créer cet équilibre. Certains régimes ou certains pensent que la démocratie est une menace pour la sécurité, mais c'est le contraire qui arriverait. Si l'on renforce la démocratie, cela ne peut qu'aller dans le sens de la liberté et de la stabilité. Par exemple, ce qui se passe dans mon pays actuellement, ce grand désordre et cette très grande insécurité en Libye. Après la chute du régime de Kadhafi, tous ces jeunes se sont retrouvés avec des armes entre les mains sans qu'il n'y ait de contrepartie ou de forces de sécurité, armée, police, pour les empêcher. Vous avez tour à tour entendu le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, Carlos Fonseca, président du Cap-Vert, Mohamed Bourari, président du Nigeria, et enfin Moussa El Koni, vice-président du gouvernement de réconciliation de la Libye, qui se sont prononcés sur le thème de ce forum, l'Afrique face à ses enjeux sécuritaires pour des solutions efficientes. Le président Macky Sall a particulièrement insisté pour sa part sur la réforme, sur la réponse doctrinale à apporter face à l'extrémisme violent. Le chef de l'État évoque entre autres la question de la formation et de l'équipement des armées. Nous l'écoutons. Cette année, nous avons surtout mis l'accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques et rapides, notamment par l'adaptation de nos forces de défense et de sécurité face aux menaces asymétriques, en renforçant en particulier la formation et l'équipement. Nous avons également abordé la réponse doctrinale de l'islam à l'extrémisme violent, un sujet non suffisamment exploré jusqu'à présent. Je pense que nous devrons nous arrêter un moment sur le sujet de la réponse doctrinale, que les pays africains puissent, les pays musulmans, j'allais dire, puissent ensemble, au-delà des clivages, réfléchir sur les réponses à donner, parce que ça va être une réponse globale qui permettra, en tout cas, de neutraliser cette propagande extrêmement nocive à nos enfants qui, aujourd'hui, se radicalisent par le net. Le contrôle aussi des contenus reste une préoccupation. Nous avons évoqué tout à l'heure le triptyque sécurité, démocratie et développement, mais comment assurer la sécurité sans avoir accès et sans maîtriser les contenus de ce qui se passe
sur la toile. Voilà une équation également que nos chercheurs et autres penseurs doivent aider à élucider. De même, nous avons identifié des moyens d'assurer une meilleure protection de nos espaces frontaliers et numériques, y compris par la modernisation des capacités de renseignement et une plus grande coordination de nos services de sécurité. La force du Forum de Dakar, c'est aussi rassembler l'ensemble des acteurs concernés par les questions de défense et de sécurité dans un cadre informel de libre-échange pour sortir des idées et discours convenus. Tel est aussi le sens du panel de haut niveau que nous venons de réaliser. C'est cela le message de Dakar, une réflexion libérée et décloisonnée sur les défis sécuritaires de l'Afrique pour des réponses concertées. Le panel des chefs d'État qui a donc clôturé la 3e édition du Forum de Dakar, le Forum international sur la paix et la sécurité. Et puis le président de la République a assisté à la levée du corps du sculpteur Ousmane Sow. Le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à un grand et digne fils du Sénégal, Oumar Nying. Pour ce qu'il représentait au Sénégal, en Afrique et dans le monde, Ousmane Sow a mobilisé la nation. À l'hôpital principal, l'émotion est vive lorsque les témoignages se succèdent. Ousmane, il appartient à l'universel. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, beaucoup de caractère et beaucoup de personnalité. Mouahmenima, c'est un créateur qui s'inspirait de la création. Et c'est très important. Mounima lima koy muñe rek mom sey cheikh mounima la mort n'a jamais existé. La mort n'existe pas. C'est le processus de réintégration qui permet à l'âme de rejoindre le monde spirituel. Humble, généreux, discret, tu l'étais. Nous resterons toujours fiers de toi. Voilà, papa. Désormais, tout le monde est rentré à la maison. Ici, à Dakar, une terre qui t'était si chère. Tu peux partir en paix vers ce merveilleux voyage de là où tu es. À tes côtés et aux côtés de ta famille, que de moments, que de souvenirs. Ce que j'ai éprouvé avec la famille d'Ousmane, avec toi Ousmane, beaucoup d'autres personnes ont éprouvé sûrement beaucoup de choses. Mais moi, c'est vraiment de la sympathie, de l'amitié et de l'amour. Repose en paix. Il était un très grand ami de la France. À lui seul, d'une certaine manière, il représentait le lien unique entre le Sénégal et la France. Le maire de Besançon vous fait savoir qu'il va proposer à son prochain conseil municipal qu'on donne une rue, qu'on appelle une rue de Besançon, la rue Ousmane Sow. Le président de la République vient donc présenter les condoléances de la nation. Son témoignage sur l'homme est édifiant. Avec l'artiste, il avait une relation particulière. L'homme que nous accompagnons aujourd'hui, en sa demeure ultime, fut un grand Sénégalais. Que le monde entier le célèbre n'est dès lors point étonnant. J'ai demandé moi-même à l'occasion du 15e sommet de la francophonie de novembre 2014 ici à Dakar, de rendre hommage à cette grande figure de la création contemporaine. Aujourd'hui encore, ses œuvres, personnages mis en scène sous fond de récits, sont exposés au Centre international de conférences Abdou Diouf à Diamniadio. Justement, j'ai eu l'occasion de lui demander de nous réaliser une œuvre particulière pour ce centre. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'avait demandé quelle était mon inspiration pour l'œuvre sollicitée. Évidemment, ma réponse a été simple. Je lui ai dit, Ousmane, je ne peux pas me permettre, devant l'académicien que vous êtes,
de donner une inspiration. Votre inspiration nous suffira et nous comblera. Et il créa, je pense que c'est peut-être l'une de ses dernières œuvres, le paysan africain. Il a fini de modeler et qui doit être achevé dans les fonderies de Coubertin en France. Je souhaite, avec la famille, avec Gérard Senag, avec tous ses amis, que nous puissions poursuivre et terminer cette œuvre en hommage à sa mémoire. Par ses œuvres, sa pensée sur l'art et le service du bien qu'il a assumé, il figure en majesté dans la sublime loge des immortels. Immortel comme académicien, immortel comme créateur puissant, original et fécond, dont l'inspiration accompagnera toujours les créateurs. Parce que Ousmane Sow était un digne fils du pays, sa famille a transmis ses condoléances au chef de l'État, en le remerciant pour tout. Toute la famille de Ousmane Sow vous dit un grand merci, un merci ému, un merci chaleureux. En effet, votre soutien et votre présence est d'un grand réconfort. À son tour, la famille de Ousmane Sow vous présente les condoléances les plus sincères. Mon Excellence, nous tenons à vous remercier pour cet honneur, cet extrême honneur que vous nous avez fait. La cérémonie a pris fin avec les prières de l'assistance sous la direction de Serigne Pape Malick Sy, représentant du Khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Prière pour qu'Allah accueille Ousmane Sow au paradis. Fait de l'actualité à l'Assemblée nationale, les députés ont voté la loi organique portant statut des magistrats. Il a été beaucoup question du rallongement de l'âge de la retraite des magistrats de la Cour suprême. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'ici 2022, 74 hauts magistrats vont partir à la retraite, ce qui peut entraîner un déficit si des solutions ne sont pas trouvées. Aminata Mbengue-Fall. Dans sa volonté de renforcer l'indépendance des magistrats, de valoriser certains emplois de la hiérarchie judiciaire, le gouvernement propose une série de réformes. Et cette plénière portant examen du projet de loi organique numéro 31/2016 portant statut des magistrats a été l'occasion pour le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, de revenir sur le contenu des textes. C'est précisément la promotion des jeunes magistrats. Et je vais le démontrer, ce n'est pas de la parole vide. Ce sont les magistrats qui ont estimé que la mobilité était lente et qu'il fallait résoudre ce problème-là. Et pour le résoudre, je vais vous dire quelles sont les mesures qui ont été prises. Première mesure, oui, passer de la hiérarchie de 21 ans à 18 ans. Mais deuxième mesure, qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer? Pour avancer, qu'il faudrait que ceux qui sont nommés à des postes, qu'ils ne durent pas là où ils sont. Lors des débats, certains députés ont interpellé le garde des Sceaux sur l'urgence de voter cette loi, là où la majorité magnifie les réformes. Peut-on être plus royaliste que le roi? Les magistrats ne sont pas d'accord. C'est vrai, ils n'ont pas de syndicat, mais ils ont leur amicale, l'union des magistrats. Mais continuez la réflexion. Je vois ici qu'on est en train de nous dire qu'il est temps que les magistrats se dotent d'un statut. Mais ils ont déjà un statut. S'il y a une urgence particulière, il ne faut pas seulement qu'elle soit particulière, il faut qu'elle soit caractérisée pour ce qui concerne un statut de personnes qui doivent encore bénéficier d'un statut particulier. Cette mesure ne juge pas nekkul di wax ay personnes comme ni ko nit ñi di waxee naan 19 personnes. Non, c'est 19 positions. Les mots ont leur sens. Pourquoi l'UMS ne s'offusque pas que le président de la République ait 21 ans, les nombres d'annuités pour être hors hiérarchie, mu jëlee ko 21 indi ko 18. Pourquoi il ne s'offusque pas? Pourquoi il ne s'offusque pas?
Pourquoi il s'offusque pas d'avoir 105 ans à la retraite alors que les autres fonctionnaires ont 65 ans, ont 100 ans? En guise de réponse, Sidiki Kaba est revenu sur le nombre important de départs à la retraite de hauts magistrats, ce qui peut entraîner un déficit. Nous avons déjà 33 magistrats partis en 2 ans et demi. En 2022, dans moins de 5 ans, 74 magistrats. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, on s'est dit, bon, alors, si c'est les 65 ans, on les maintient à tout le monde. Mais alors, comment on va résoudre le déficit auquel nous serons confrontés? Alors, on a dit, on va regarder les bonnes pratiques. Je résume. La meilleure pratique, c'est la France. Notre droit est un droit français. Cette loi française dit que la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est de 67 ans. Toutefois, est fixée à 68 ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de cour et de procureur général de la Cour de cassation. Le rallongement de l'âge de la retraite des magistrats de la Cour suprême à 68 ans est perçu par certains comme une discrimination. Le ministre de la Justice apporte des précisions. La discrimination, on en parle, mais où? Mais la discrimination, vous êtes tous des députés. Mais ceux qui sont justement membres du bureau, mais ils ont des avantages. N'ayez aucune mauvaise confiance. Beaucoup de magistrats remercieront le président de la République et son gouvernement. Ce texte est un texte pertinent. Il n'est ni conjoncturel, ni un texte personnel. Elle définit la loi. Il est conforme à la loi qui se définit comme étant une loi générale, qui se définit comme impersonnelle, qui se définit comme obligatoire. Elle est générale parce qu'elle n'est pas particulière. Elle est impersonnelle parce qu'elle n'est pas personnelle. Elle est obligatoire parce qu'elle n'est pas facultative. Je vous remercie, Monsieur le Président. Satisfaits des réponses apportées par le ministre, les députés ont adopté à la majorité le projet de loi organique numéro 31/2016 portant statut des magistrats, le projet de loi numéro 32/2016 portant organisation du Conseil supérieur de la magistrature, le projet de loi organique numéro 30/2016 abrogeant et remplaçant la loi organique numéro 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et le projet de loi numéro 28/2016 relatif aux services de renseignement ont été également votés. Restons dans l'actualité de ce département. Plus de 36 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère de la Justice. Des questions relatives à la gestion et à la construction de prisons sont largement revenues dans les débats. Autre sujet, le statut des magistrats, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais également la levée de l'immunité parlementaire et la peine de mort, un sujet qui défraie la chronique depuis quelque temps à Bassawa. À l'ouverture de la séance, les dossiers liés à la justice aux lois en vigueur au Sénégal sont passés à la loupe. Comme pour répondre à une question d'actualité sur la peine de mort, Maître Sidiki Kaba a fait son plaidoyer. La peine de mort, c'est un débat qui revient ici. Mais je voudrais tout simplement dire, ce n'est pas une question individuelle. On ne va pas dire, si on le subodore, que le ministre de la Justice est contre la peine de mort, que c'est pour ça qu'il y a la peine de mort. Non, il faut comprendre l'État. La politique pénale de l'État est définie par le président de la République. Il en a la légitimité démocratique, il en a la légitimité constitutionnelle, parce qu'il a l'onction du suffrage universel. Et il vient aussi vers l'Assemblée nationale, s'il le veut, s'il le définit, pour qu'elle devienne loi, s'adresser à l'Assemblée nationale, qui a aussi l'onction du suffrage universel, qui représente le peuple et qui prend la loi et qui décide de légiférer en votant une loi qui devient la loi de l'État. Cette loi s'impose à nous depuis 2004. Ici, il y a une majorité qui se dégage parce qu'il y a des gens qui voudraient que la peine de mort soit là. C'est eux qui le prennent en charge. Mais pour le moment, en 2004, le Sénégal alors a aboli la peine de mort. Les effectifs dans nos prisons, les conditions de détention sans compter la construction de la nouvelle prison de Sébikotane pour 1500 places, le statut des magistrats et la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Toye Dias, toutes ces questions ont aussi attiré l'attention des députés. Moi-même, j'ai visité la prison de Bakel. Les conditions sont dures. Mais c'est parce qu'elles le sont. Si vous allez à Bakel, il n'y a que 31 personnes qui sont là-bas détenues. On fait en sorte qu'il n'y ait pas. Je ne sais pas d'où vient le renseignement qu'il y a des détenus qui viennent d'ailleurs ou des prisonniers qui viennent d'ailleurs. À ce jour, il n'y en a pas parce qu'on veille. On est en train de chercher à construire une nouvelle prison. Parce que le lieu où cette prison se trouve, ce n'est pas favorable.
Et je vous ai déjà parlé de la vétusté de nos prisons, je ne reviens pas. Maintenant, le fait que tous les Sénégalais reviennent sur cette question, ça montre que la question de la prison est devenue une question fondamentale et nous avons fait des progrès là-dessus. Les progrès, vous l'avez déjà dit. Nous sommes partis de très loin, depuis 300 francs, à 650 francs, à 721, à 1000 francs. Et beaucoup de choses sont faites. Et vous avez vu, le ministère de l'économie et des finances nous accompagne en ce qui concerne la TVA. Ce qui veut dire que les 1000 francs actuels sur l'alimentation sont un peu plus que 1000 francs. Mais l'idéal, c'est 1400. 1400, c'est ce qui est à peu près au niveau des militaires. À partir de ce moment-là, le problème de l'alimentation ne sera plus posé dans les prisons. Il fallait ces précisions pour passer au vote du budget pour l'exercice 2017. 36 milliards 420 millions 305 700 francs CFA ont été dédiés au garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre 30 milliards 301 657 420 francs CFA, soit un peu plus de 6 milliards de plus. Le Sénégal et la Banque mondiale font le point sur les projets financés par l'institution de Bretton Woods. Ce matin s'est tenue la revue annuelle conjointe de la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les projets financés au niveau du Sénégal. Ibrahim Anam. Les chiffres sont révélateurs. 595 milliards de francs CFA, une enveloppe investie au Sénégal par la Banque mondiale durant 4 ans. Au total, 21 projets ont été financés. Cette revue annuelle conjointe est une illustration des bonnes relations que le Sénégal entretient avec la Banque mondiale. Je voudrais rappeler que depuis plus d'un demi-siècle, le groupe de la Banque mondiale et l'État du Sénégal n'ont cessé de conjuguer leurs efforts pour le développement économique et social de notre pays. En effet, les interventions de la Banque mondiale ont connu une évolution importante et diversifiée, et ce, au bénéfice de la croissance et de l'amélioration de la qualité de vie des populations sénégalaises. À cet égard, je peux affirmer sans me tromper que la Banque mondiale figure parmi les premiers partenaires techniques et financiers du Sénégal. Aujourd'hui, l'institution qualifie le Sénégal de bon élève, en atteste les résultats satisfaisants obtenus dans l'exécution de certains projets. Le taux de décaissement de notre portefeuille est un bon indicateur de la vitesse de l'exécution de nos projets. Ce taux, au 30 novembre 2016, était de 45%. Cela peut être considéré comme une bonne performance considérant l'âge de notre portefeuille. Mais il nous faut aller beaucoup plus loin, car un projet qui ne décaisse pas ou qui décaisse lentement ne peut pas réaliser les atteintes de la population. Cette revue annuelle conjointe a été une occasion de revenir sur l'accompagnement de la Banque mondiale, surtout dans la mise en œuvre du PSE. Le gouvernement du Sénégal, par ma voix, réitère sa satisfaction sur l'engagement financier de votre institution au titre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent pour un montant de 500 milliards de francs CFA au groupe consultatif pour le Sénégal. D'ores et déjà, à 2 ans du terme du plan d'action prioritaire du PSE, la Banque mondiale a concrétisé à hauteur de 425 milliards, soit 85% ses engagements financiers, et vous venez encore de nous informer de nouveaux engagements que la Banque va prendre pour 2017 et qui fera du Sénégal le premier pays, en tout cas en termes de support IDA, de bénéficier d'autant de soutien de la Banque mondiale. Cela témoigne un peu de la qualité de nos relations, mais surtout du support que vous voulez apporter à la vision du président Macky Sall pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Les différents acteurs du secteur ont participé à cette rencontre annuelle. Le ministre de l'économie et des finances s'est félicité de l'application des recommandations de la revue annuelle précédente, une dynamique que la tutelle veut maintenir. Objectif, atteindre un taux de croissance de 6,8% en 2017. Le comité de politique monétaire de la BCEAO s'est réuni ce mardi à Dakar pour cette 4e réunion ordinaire du CPM. Il s'agissait de passer en revue les principales évolutions de la conjoncture économique et les facteurs de risque sur les prix et la croissance de l'Union. Entre secret de ces analyses, recommandations et décisions, tout un tableau que nous décrit Aram Dawa. Rien d'alarmant dans l'évolution de la conjoncture économique mondiale, de même que sur les facteurs de risque pouvant peser sur l'Union. Le comité de politique monétaire de la BCEAO a plutôt relevé au plan international
une reprise de croissance dans beaucoup de pays. Les cours mondiaux des principales matières premières exportées ont quand même évolué de manière contrastée. Les hausses trimestrielles les plus importantes ont concerné le café robusta, le coton et l'huile de palme, tandis que les cours de la noix de cajou, du caoutchouc, du cacao et du pétrole brut ont enregistré les baisses les plus significatives. Examinant la situation interne de l'Union, le comité a relevé le rythme soutenu de l'activité économique. Ainsi, le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Union, en glissement annuel, est ressorti à 7,1% contre 6,8% le trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année 2016, la croissance économique de l'Union est attendue à 6,9% après 6,6% en 2015. Côté budget, il va falloir continuer de rationaliser les dépenses publiques tout en poursuivant les efforts de mobilisation des recettes. Car on s'éloigne un peu de la norme communautaire du déficit budgétaire qui est de 3,0% du PIB à l'horizon 2019. L'exécution des budgets des États membres de l'UEMOA au cours des 9 premiers mois de l'année 2016 s'est soldée par une détérioration du déficit global, bas engagement, donc compris, qui ressort à 4,1% du PIB à fin septembre 2016 contre 3,2% un an auparavant. Sur les conditions monétaires, le CPM maintient inchangé les 2,50% de taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités. Là où le taux du guichet de prêt marginal passe de 3,50 à 4,50%. Toujours dans l'actualité économique, la Banque ouest africaine de développement qui renforce son dispositif de gouvernance, la BOAD, est à Dakar pour présenter ses 4 nouvelles normes fiduciaires. L'institution de financement pour le développement des pays membres de l'UEMOA tient depuis ce matin un séminaire sur le contenu des nouveaux mécanismes. Thierno Diallo. La Banque ouest africaine de développement réitère son engagement pour la bonne gouvernance à Dakar. Organismes gouvernementaux et sociétés civiles se réunissent. Une initiative de la BOAD qui vulgarise de nouveaux dispositifs pendant 48 heures. Concrètement, il s'agit pour l'institution de, premièrement, s'assurer que les ressources financières qu'elle met à disposition des États et du secteur privé de la sous-région ouest africaine sont utilisées à bon escient et dans les conditions prévues. Garantir la sécurité financière de ces opérations de sorte à ce que ces fonds ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et troisièmement, veiller à ce que les projets financés tiennent compte des enjeux actuels de développement durable et de protection de l'environnement dans l'ensemble de notre sous-région. Institution de financement pour le développement des pays membres de l'UEMOA, la BOAD améliore progressivement ses politiques et procédures liées à la passation des marchés. On a renforcé surtout les aspects de transparence, les aspects d'égalité des soumissionnaires, les aspects d'économie dans les procédures de passation des marchés. Autre engagement de la BOAD, la lutte contre la corruption et la fraude. Dans le dispositif, il est prévu un texte qui va rompre ce fléau. C'est la politique d'enquête et de sanctions. Si nous recevons une allégation de fraude quelque part dans l'UEMOA, comment est-ce qu'elle est reçue, et comment est-ce qu'elle est traitée, dans quelles conditions elle peut faire l'objet d'une enquête et comment est-ce que les sanctions vont s'appliquer. La BOAD prévoit un cadre juridique et réglementaire avec une approche plus précise dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette rencontre de Dakar est la 4e du genre après celle de Ouaga, Niamey et Abidjan. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a procédé à la pose de la première pierre du quai de pêche de Goudomp. C'est dans la région de Sédhiou. L'infrastructure va coûter 200 millions de francs CFA et est entièrement financée par le budget consolidé d'investissement. Elle va jouer un rôle important dans cette localité où la pêche est l'une des principales activités. Sédhiou va avoir en plus son service régional de pêche. Abdoulaziz Ban. Avec ce geste, le ministre de la Pêche vient de poser un acte important dans la commune de Goudomp. Il s'agit de la pose de la première pierre pour la construction du quai de pêche de la localité. Les infrastructures vont faire de Goudomp, je n'en doute pas, une localité où règnera encore la prospérité. Permettre aux piroguiers et aux passagers d'embarquer et de débarquer sans encombre
au quai ici. Il facilitera la liaison entre la route nationale 6 au sud et la boucle du budget au nord de l'autre côté du fleuve et renforcera l'intégration du département du Goudomp au reste de la région de Sédhiou. En réalisant le projet de construction du quai de Goudomp, vous participez fortement à la promotion de la pêche dans le département, mais surtout à l'épanouissement des milliers de jeunes, hommes et femmes, qui s'activent autour de la pêche. Ce qui, une fois achevé, ouvrira grandement la porte aux actions multidimensionnelles qui gravitent autour de la pêche. Le choix de Goudomp pour abriter ce quai de pêche n'est pas fortuit. Sur les 4600 pêcheurs que compte la région de Sédhiou, la commune de Goudomp polarise les 60%. La construction, mesdames et messieurs, de ce quai de pêche moderne, premier du genre en zone de pêche continentale. Goudomp sera le premier quai de pêche au niveau continental à avoir ce standard. S'inscrit donc dans la démarche de rupture consistant à accorder une attention particulière aux conditions de travail et moyens d'intervention des acteurs de la pêche continentale. D'un coût de 200 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget consolidé d'investissement BCI 2016 du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, permettra à coup sûr de renforcer la qualité hygiénique et sanitaire des produits, d'améliorer la valeur ajoutée, de renforcer le contrôle et la surveillance en vue d'épargner les juvéniles et préserver la ressource. Après Goudomp, le ministre de la Pêche s'est rendu dans la commune de Sédhiou pour procéder à la pose de la première pierre du service régional des pêches et de la surveillance de Sédhiou. Omar Gueye et sa délégation ont aussi visité le pôle aquacole de Djendé, toujours dans la région de Sédhiou. Le ministre a évoqué la question du nouveau code de la presse et les sanctions qui sont prévues. Omar Gueye s'est prononcé sur les infractions que certaines personnes pourraient commettre dans le cadre de la nouvelle législation. Nous l'écoutons. Le gouvernement a pris des mesures ardues en ce qui concerne le nouveau code de la pêche. Ce nouveau code est un code très responsable où pour chaque espèce, il y a un minimum pour la capture, minimum pour la taille. Si nous prenons par exemple la sardinelle, bien connue, le yaboy par exemple, avant l'ancien code c'était 12 cm. Le nouveau code c'est 18 cm. Autrement dit, quelqu'un qui pêche de la sardinelle à moins de 18 cm commet une infraction sévèrement punie par le nouveau code de la pêche. Le mérou, c'est-à-dire le tchof, avant c'était 20 cm. Actuellement avec le nouveau code c'est 40 cm. C'est-à-dire si on vous sert un tchof, vous avez votre double décimètre, vous mesurez. Ce tchof fait moins de 40 cm, eh bien c'est une infraction pour celui qui l'a pêché, celui qui l'a vendu et celui qui l'a commercialisé. Donc nous devons faire très attention sur ça. Pourquoi nous prenons ces mesures? C'est pour préserver la ressource. Le ministre de la Pêche qui revenait donc sur le nouveau code de la pêche. La région de Louga a tenu son premier comité technique régional sur la mise en œuvre et le suivi du PUDC. En présence des autorités administratives, les acteurs locaux se sont félicités de la rapidité des réalisations. Le point avec Pabouna Tchaoua. À Louga, le comité technique régional a réuni l'administration territoriale, les élus des 3 départements et d'autres acteurs locaux. Lors des échanges, plusieurs questions relatives à l'exécution du programme dans la région ont été soulevées. On les a écoutés et qu'on leur a apporté un certain nombre de réponses, parmi lesquelles la tenue de manière très régulière, tous les 3 mois, de ce comité technique pour échanger avec les élus locaux. La région de Louga fait partie des mieux servies par le PUDC en ouvrage hydraulique et en piste de désenclavement, des réalisations que les acteurs régionaux n'ont pas manqué de saluer. On en a profité pour dire que combien ce programme de PUDC constitue une révolution dans le paysage du monde rural. Pour avoir réalisé en si peu de temps, je crois qu'un an maximum, ça ne fait pas encore 2 ans, tout ce qu'il vient donc de réaliser en se basant
vraiment sur cette importante inspiration de M. le Président de la République. Le comité s'est aussi penché sur le suivi et la durabilité des ouvrages réalisés. Pour une meilleure coordination, des rencontres sont également prévues dans les 3 départements de la région. Sur ce plateau, nous avons invité le maire de Mantes-la-Jolie, une commune du département des Yvelines, M. Michel Vialet. Vous êtes au Sénégal fréquemment. Depuis 2007, vous visitez notre pays au moins une fois par an, vous me disiez tout à l'heure. Je ne le visite pas, mais au moins une fois par an, j'y viens pour pouvoir suivre les actions de coopération qu'on mène, et principalement avec la région du Fouta, les départements de Matam et de Kanel. Alors c'est sans doute l'objet de votre séjour dans notre pays. Quels sont les axes de cette visite que vous menez ? Les axes de cette visite étaient triples cette fois-ci. D'abord, pouvoir rencontrer mes homologues des départements de Matam et de Kanel, avec lesquels nous développons une nouvelle coopération. On y travaille autour de la promotion, de la valorisation du développement économique dans leur territoire, afin de pouvoir y impulser de l'investissement privé. Le deuxième axe était de pouvoir préciser à quel moment nous allions pouvoir engager, d'ici une quinzaine de jours, à partir du 17 décembre prochain, la 6e opération de la cataracte cécitante que nous organisons chaque année, au profit de ceux qui sont les plus fragiles, les plus modestes, et qui ont ainsi une opération qui est gratuite pour eux. Et puis le troisième axe était surtout une troisième opportunité, c'était celle de pouvoir participer à l'inauguration de la maison des Yvelines, qui est érigée à Ourossogui. C'est la manifestation visible d'abord de la présence du département, qui nous accompagne beaucoup en termes de soutien aux différentes communes qui coopèrent, avec notamment les communes du Sénégal. Et puis je pense qu'au-delà du fait que c'est très visible, ça montre également la solidité des relations dans lesquelles on compte poursuivre les actions de coopération qui sont les nôtres. Alors, quand vous parlez de développement économique et d'investissement privé, quels sont les secteurs justement que vous ciblez ? Nous comptons nous inscrire en toute logique et en toute cohérence avec le plan Sénégal émergent porté par le président Macky Sall, qui précise comment est-ce que va être portée cette vision d'avenir, cette vision de développement, cette vision stratégique. Et sur la région, nous sommes en train de réfléchir à ce que pourraient être des sujets autour de la santé, autour de l'agriculture et peut-être autour du numérique dans cette région. L'idée étant de faire que, côté des 2 départements, on prépare le terrain, qu'en s'appuyant sur le PISD et tous les outils, tous les moyens dont il dispose, on puisse faciliter la compréhension administrative, juridique du Sénégal, et que côté Mantes, côté du Mantois, côté de notre région, nous puissions faire la promotion et ainsi trouver de jeunes investisseurs, peut-être d'origine sénégalaise, avec de bonnes qualifications, qui puissent venir investir ici. Alors pourquoi justement le Fouta, le département de Matam, vous venez des Yvelines, il fait froid là-bas, un peu de soleil, ou bien pourquoi vous avez choisi cette zone-là ? La coopération, c'est avant tout une histoire d'hommes. Et avec les Sénégalais, principalement des Foutanquais qui sont venus s'installer dans la région de Mantes, nous avons au fil des années noué des échanges, des relations, tissé des liens d'amitié. Et c'est ainsi que très naturellement, on a commencé à s'inscrire dans des logiques de coopération. Dès 2002 d'abord, avec la première construction au Sénégal d'une case et tout petit, à Kanel. Après, à partir de 2007, ça a été la fourniture de mobilier scolaire. En 2011, on est passé à un autre mobilier qui permet un saut qualitatif pédagogique important, la fourniture de tableaux numériques interactifs. Et puis 2016, là, on veut s'inscrire dans cette logique de développement économique. L'objectif, c'est de pouvoir créer de la valeur sur place et avec des fonds qui puissent venir du privé. Tout ne peut pas venir du public, quels que soient les pays où on réside. Alors qu'est-ce que le Fouta peut vous apporter, justement, le département de Matam, dans cette coopération décentralisée ? Vous avez une forte communauté sénégalaise dans votre ville. Complètement. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Elle nous apporte beaucoup en termes de richesse, en termes de diversité. Et puis, je constate que chez les plus jeunes, on a beaucoup également de volonté d'entreprendre. Et je pense que notre pays, la France, mais votre pays, le Sénégal, a également besoin de cet entrepreneuriat. Et justement, la communauté sénégalaise participe au rayonnement de votre ville. Bien sûr. Qu'est-ce que le Fouta vous apporte dans le cadre de cette coopération ? À notre regard, la possibilité de développer ces relations que j'évoquais à l'instant. Et puis, les relations entre les hommes, c'est important pour la stabilité d'un pays. Je pense que les hommes ne sont pas faits pour être divisés, ils sont surtout faits pour pouvoir vivre ensemble, en paix, et construire ensemble l'avenir.
Alors, ce sera pour combien de temps votre visite Je pars demain soir. Je viens souvent, mais des fois c'est un petit peu rapide, un peu trop rapide. D'accord. Et vous allez inaugurer justement le centre, une infrastructure qui lie les deux villes, le département de Matam et votre ville. J'ai participé à l'inauguration qui est portée par le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, de la Maison des Yvelines, qui est un pôle ressources pour tous ceux qui veulent coopérer en Afrique de l'Ouest et qui est basé symboliquement à Ourossogui. D'accord. Alors c'est retenu. Merci en tout cas d'être passé nous voir pour nous parler de cette coopération que vous développez entre votre commune, Mantes-la-Jolie, et le département de Matam en général. Le département de Matam et celui de Canel. Et le Canel. Et vous avez noté que lorsque je parlais des investisseurs, je compte qu'on s'appuie sur les jeunes, parce que je pense que c'est une force d'avenir. Merci, Monsieur Michel Vialet. Je rappelle que vous êtes le maire de Mantes-la-Jolie, une commune du département des Yvelines en France. Près de 100 forages pastoraux réalisés, un ranch de Doli en cours de rénovation. La zone sylvopastorale a fait des pas de géant dans la marche vers le développement de l'élevage. En direction de Ndioum, où se tient jeudi l'édition 2016 de la Journée nationale de l'élevage, nous vous faisons le point sur l'accès à l'eau dans le Djolof et le Ferlo avec Mamadou Samamawa. À la lisière de la réserve Ferlo Nord, Toubel. Si la zone de Tessekere dans le département de Linguère est connue pour être le triangle de la soif, dans cette partie du département de Ranérou, la tyrannie de la soif a régné pendant 40 ans. On ne pouvait même pas amener les femmes en travail car les charrettes étaient toutes à la recherche de l'eau. Nos 2 enfants sont décédés ici à cause de la soif. Ils se sont perdus dans la brousse et comme il n'y avait pas de point d'eau, on les a retrouvés morts. Grâce à ce forage, la donne a radicalement changé. Aujourd'hui, les enfants ne meurent plus de soif. Ils ont de l'eau d'ailleurs jusque devant leur salle de classe. Il était même difficile pour les élèves de se laver parce que les parents peuvent consacrer leur eau puisée à Ranérou uniquement pour le bétail. Donc l'enfant, elle venait comme ça à l'école, elle ne se lavait pas. Moi-même, il m'arrivait même de ne pas se laver, même tous les jours. Nous remercions le bon Dieu, nous remercions Cheikh Tidiane, nous disons merci au président Macky Sall. Ce forage polarise plus de 5 hameaux. Il fait partie de la centaine de forages pastoraux construits dans la zone sylvopastorale ces 2 dernières années pour un cheptel composé de centaines de milliers de têtes de bétail. À plus de 200 km au sud de là, la piste qui mène au ranch de Doli. Un tapis herbacé bien fourni, de hautes herbes qui se balancent au gré du vent, partout de l'herbe, partout de l'or. De l'or parce que c'est une matière première, parce que c'est de la viande, parce que c'est du lait, parce que c'est une source de revenus. Dans la commune de Thiel qui abrite le ranch, ce sont 8 forages qui sont réalisés. Mais l'attraction, c'est évidemment le nouveau forage de Doli. Ce château est haut de 35 mètres. Il dessert tout le périmètre du ranch. Le tout pour le développement du cheptel et la promotion économique du pasteur. Donc, sur toute l'étendue du ranch, l'eau sera disponible en quantité suffisante. Doli est une zone de refuge du fait de sa réserve fourragère. Notre élevage est essentiellement du pastoralisme. L'herbe et le fourrage aérien constituent plus de 80% de nos besoins. C'est pourquoi Doli est une réserve stratégique pour nous autres éleveurs.
Pour la sécuriser, l'État a bâti une forteresse de 120 km de pourtour. Le ranch de Doli est le pont jeté entre les anciennes politiques agricoles au Sénégal et les nouvelles dynamiques impulsées par les nouvelles autorités. C'est également un laboratoire de transformation sociale et de développement personnel du nouveau type d'éleveur sénégalais. La journée sera présidée par le chef de l'État. Le thème de cette année porte sur le financement de l'élevage. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Et puis pour les préparatifs du Gamou 2016, la délégation générale à la solidarité nationale a apporté le soutien en riz de l'État à la famille religieuse de Tivaouane. Un comité de gestion présidé par le préfet est mis en place. Il est chargé de la distribution de plus de 2000 familles en situation de vulnérabilité. Des camions en stationnement devant la demeure du porte-parole à Tivaouane, une ville déjà en effervescence à l'approche du Gamou. Un grand événement dans la cité religieuse et pour lequel l'État, à travers la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, est venu apporter son appui alimentaire. Nous le faisons habituellement et nous avons élargi, comme l'année dernière, les cibles qui doivent recevoir l'appui du chef de l'État. Une commission a été mise en place, dirigée par le préfet, l'action sociale et une partie du commissariat à la sécurité alimentaire qui vont assurer la distribution au niveau des familles vulnérables. Donc, je peux dire en sorte que toutes les familles devront recevoir l'appui du chef de l'État pour pouvoir accueillir les pèlerins. Le Maoulid, un événement à grande affluence et aux innombrables charges. En plus du riz, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a élargi l'assiette de l'aide des bourses familiales dans la commune. Au niveau du département, nous avons 4 874. Mais au niveau de la commune, nous avons 303 bénéficiaires qui sont ajoutés aux 3 autres générations. Donc, puisque c'est là où nous atteignons cette année les 300 bénéficiaires que le président de la République nous avons instruit de cibler. Saluant la haute portée sociale de cet appui, Al-Amin évoque les enseignements de son père pour rassurer le président de la République. La famille religieuse de Tivaouane, Dixit, ne voguera jamais à contre-courant du décret divin. Ici à Tivaouane, notre credo est toujours de respecter la volonté divine. Et depuis les indépendances, nous avons toujours accepté et accompagné les différents présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays. Et ceux qui contesteront les choix du Créateur, ce ne seront pas nous. Son Excellence le président Macky Sall est à la tête du pays grâce au décret divin. Et ça, nous l'acceptons avec gaieté. Avec ce riz, ce sont plus de 2000 familles vulnérables qui sont ciblées. Des imams, des délégués de quartier et des chefs religieux seront aussi servis. Des personnalités astreintes de soutenir en de pareilles circonstances des familles démunies. Le Conseil sénégalais des chargeurs se déploie aux Émirats arabes unis. Le COSEC a installé une représentation à Dubaï où proviennent chaque année près de 350 conteneurs à destination du Sénégal. Voici le reportage de notre envoyé spécial Carlton Gay. Dubaï, ce n'est pas seulement les gratte-ciel et les paysages paradisiaques, c'est aussi des activités économiques très dynamiques. Avec une participation sénégalaise active, chaque mois, plus de 350 conteneurs arrivent au Sénégal en provenance de Dubaï, un volume non négligeable dans l'économie du pays. C'est pourquoi le Conseil sénégalais des chargeurs COSEC
pour accompagner les opérateurs économiques à installer un bureau de représentation aux Émirats. Vous savez qu'aujourd'hui, si on énumère le nombre de contentieux de nos compatriotes dans les pays où ils font des affaires, à savoir la Chine, à savoir le Dubaï, parce que nous avons constaté depuis les 10 dernières années qu'il y a une évolution de l'intérêt du business de l'Occident, on a un peu vers Dubaï, aujourd'hui c'est un peu vers la Chine. Et que la plupart des problèmes de nos opérateurs économiques, c'est dans la rédaction de contrats, dans la gestion des conflits, dans la langue, dans la linguistique. Il est important aujourd'hui qu'on polarise tous ces opérateurs-là, qu'on les encadre, qu'on les accompagne, pour que le point focal soit le COSEC et que ce COSEC, dans sa mission régalienne, puisse accompagner, encadrer et protéger tous les intérêts de nos coopérateurs. En plus de cette assistance technique, juridique et logistique, la représentation va permettre de faciliter les importations et les exportations en provenance ou à destination de ces pays. L'objectif de cette mission est donc de partager avec les chargeurs sur les termes de référence. Une séance de travail s'est tenue pour une appropriation de ce projet par les acteurs. Ils apprécient. Nous avons un bon espoir que, une fois le COSEC installé ici à Dubaï, certains litiges ou disputes, certains problèmes dont nous sommes la plupart du temps souvent confrontés, selon l'administration ou le développement des choses qu'on est en train d'exécuter avec les chargeurs jusqu'au Sénégal, ça peut nous aider, ça peut nous assister et ça nous rassure aussi. Parce que quand on a quelqu'un d'officiel, de représentable et d'actif derrière soi, on peut avoir un bon espoir. L'espoir est donc permis pour un développement de ce secteur. Pour la réussite d'une telle mission, l'implication de la représentation diplomatique est nécessaire. Pour l'occasion, la délégation du COSEC s'est rendue à Abu Dhabi, la capitale des Émirats, pour une visite de courtoisie et d'information à son Excellence M. Ibrahima Souri Silla, ambassadeur du Sénégal. Pour ce dernier, le succès de cette mission est obligatoire. Depuis quand même quelques années et régulièrement, le COSEC effectue cette mission aux Émirats arabes unis, dont la finalité est d'ouvrir un bureau de représentation à Dubaï qui puisse aider nos opérateurs économiques à vraiment mieux s'organiser et surtout à également réduire le coût du fret. Je pense que l'un des enjeux principaux auxquels nous sommes confrontés au niveau de Dubaï est le niveau peut-être du fret à faire baisser. Et à ce niveau-là, nous demeurons convaincus que la réussite de l'installation du bureau du COSEC à Dubaï peut avoir un impact positif sur les autres institutions sénégalaises qui œuvrent à peu près par rapport au soutien à l'export et à l'import au Sénégal. Le choix d'une représentation à Dubaï n'est pas fortuit. Aujourd'hui, l'Afrique est le premier acheteur de produits venus d'ici et la place des Sénégalais y est très significative. L'actualité internationale à présent, l'ONU dit avoir identifié les casques bleus soupçonnés d'agression sexuelle en Centrafrique. En France, Bernard Cazeneuve a été nommé Premier ministre. Et puis au Mali, une attaque dans une prison a provoqué l'évasion de 47 détenus. Cher Traoré. Au Mali, des détenus de la prison de Nyono dans la région de Ségou s'évadent après une attaque djihadiste. 47 prisonniers ont pris la fuite. Les assaillants ont pris d'assaut le bâtiment, blessant 2 gardes selon des sources. Ils sont arrivés en voiture et à moto et certains portaient même des tenues militaires. Cette attaque pose selon certains la question de la sécurisation des prisons et du territoire malien. En Centrafrique, l'ONU dit avoir identifié des casques bleus soupçonnés d'agression sexuelle. 41 soldats de la MINUSCA sont mis en cause pour des faits commis entre 2014 et 2015. C'est ce qui ressort d'une enquête menée sur 4 mois par l'ONU. 16 soldats gabonais et 25 soldats burundais sont cités dans l'enquête. Les Nations Unies ont transmis le rapport d'enquête aux 2 États membres, y compris les noms des présumés responsables identifiés, et ont réclamé des poursuites judiciaires, rapporte le porte-parole de l'ONU. Bernard Cazeneuve, nouveau Premier ministre français, il a été nommé ce mardi en remplacement de Manuel Valls, démissionnaire. L'avocat né en 1963 était jusqu'ici ministre de l'Intérieur. Les 2 hommes ont sacrifié à la traditionnelle passation de pouvoir dans l'après-midi.
Bruno Leroux, à la tête des députés PS depuis 2012, s'installe au ministère de l'Intérieur. Manuel Valls a démissionné de Matignon hier pour se consacrer à la primaire de gauche et s'il est élu en janvier à la présidentielle de mai 2017. Cinquantenaire des manufactures sénégalaises des arts décoratifs 1966-2016, c'est en 4 décembre que le président poète Léopold Sédar Senghor inaugurait ce fleuron de la tapisserie sénégalaise. Différentes activités et expositions vont rythmer la célébration de cet anniversaire jusqu'au mois de mai. Le lancement s'est déroulé ce 4 décembre à Thiès. Fatou Sakho. C'est un vernissage sur l'histoire de la tapisserie qui a marqué la célébration de ce cinquantenaire. Autorités administratives, locales, religieuses et populations ont toutes communié pour marquer ce 4 décembre. Le 4 décembre 1966, le président Léopold Sédar Senghor, accompagné du président Modibo Keïta, venait inaugurer la manufacture nationale des tapisseries. 50 ans après, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs créées par la loi 73-61 du 19 décembre 1973 sont en train de célébrer ce que l'on appelle le jubilé d'or. Et quelle longue marche marquée par une trajectoire qui a connu des hauts et des bas, mais dont la constance dans la détermination de sa pérennisation a été essentiellement au service de la créativité artistique. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, jadis fleuron de la tapisserie sénégalaise, connaît aujourd'hui une nouvelle dynamique propulsée par les autorités pour une relance de son activité. Nous devons des remerciements particulièrement au président de la République, M. Macky Sall, parce qu'il a fortement contribué à la propulsion des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Et l'initiative la plus remarquable est le fait qu'il ait initié une directive, un service, une tapisserie. Il a donné beaucoup de valeur à la tapisserie de Thiès. Chaque fois que vous le voyez recevoir quelqu'un, il a toujours une tapisserie derrière lui. Ce cinquantenaire est rythmé par des expositions permanentes et itinérantes, panels, projections, soirées culturelles, dons de sang, randonnées et autres activités que les populations de Thiès se sont appropriées. Nous avons l'honneur d'avoir la mission de poursuivre cette œuvre. C'est dans la synergie, c'est dans la solidarité, mais surtout dans la dextérité des travailleurs de cette institution que nous allons y parvenir. Notre engagement est grand dans ce sens. De 1966 à 2016, les manufactures ont bien évolué dans leurs œuvres, qui par ailleurs ne sont pas toujours accessibles au grand public. À l'époque, le président Senghor en avait fait un instrument de diplomatie, un instrument pour faire vivre l'art nègre, pour montrer au monde que nous avons une culture, que nous avons une histoire. Mais actuellement, ce portage est fait par les autorités à travers la commercialisation de nos produits. Parce que la plus grande difficulté des manufactures sénégalaises, c'était l'écoulement des produits, parce que tout simplement, les tapisseries constituent un objet de luxe qui coûte cher. C'est pourquoi nous avons tenu à élaborer un programme de commémoration qui contribue à promouvoir les manufactures sénégalaises. Ainsi, en plus de la Cité du Rail, Dakar, Ziguinchor, Salimbourg et Saint-Louis vont accueillir jusqu'au mois de mai les chefs-d'œuvre des manufactures sénégalaises des arts décoratifs pour la célébration de ce cinquantenaire. Dans la rubrique au cœur de notre culture, une ethnie originaire de la Guinée-Bissau, les Balantes, qui ont gardé une certaine authenticité, même si on les retrouve un peu partout au Sénégal, notamment dans le Balantacounda principalement, dans la région de Sédhiou. Aïda est allée à leur rencontre où elle a eu l'occasion de suivre quelques cérémonies rituelles. Voici son reportage. Balante, il faut remonter jusqu'au Balantacounda. Une bonne partie de ce territoire se trouvant en Basse-Casamance, à la frontière avec la Guinée-Bissau, d'où sont originaires les Balantes. Arrivés au Sénégal, ici en Casamance, ils ont trouvé l'ethnie Beynouk. C'est les Beynouk qui occupaient cette zone-là, le Balantacounda et le Boudé. Alors,
Quand ils sont venus, ils seront installés. Le premier village des Balantes, c'est Mankaronko. Mais ils traversent le fleuve pour venir récolter le vin de palme. C'est ainsi qu'ils se sont installés sur l'autre rive, notamment à Djirédji, dans la région de Sédhiou, où est implantée une forte communauté de Balantes. Le nom de l'ethnie fait référence à leur refus de suivre l'empereur Paul Kolitangela. Les Balantes ont gardé une certaine authenticité, étape déterminante dans la vie d'un membre de la communauté, l'entrée dans le bois sacré, une épreuve cruciale qui nécessite les prières d'une mère. Chant et danse pour galvaniser le futur initié. Le caméraman est autorisé à entrer pour la circonstance, mais impossible de tout filmer. Dans ce bois sacré, il y a des symboliques à l'image de ce bol de riz au lait que le futur initié doit impérativement terminer. Un engagement à toujours rester fidèle à sa femme. Ici, on apprend à devenir un homme, un vrai. Le bois sacré d'abord, c'est une case où on doit préparer l'homme pour qu'il prenne ses responsabilités. Au sortir, c'est la fête au village. Le futur initié est donc autorisé à se marier. Traditionnellement, le mariage était réservé chez les Balantes aux femmes d'âge mûr. Mais, de plus en plus, cette donne a tendance à changer. En rejoignant la case familiale, des conseils sont prodigués à la mariée. Elle reste dans cette case traditionnelle 3 jours avant de rejoindre son mari. On lui donne des conseils pour qu'elle sache comment se comporter avec ce dernier. En signe de respect de cet engagement de fidélité pris par son mari dans le bois sacré, la femme mange aussi du riz au lait. De même, sa manière de s'habiller n'est pas fortuite. Vous voyez, c'est le même accoutrement que celui que son mari avait lors de son initiation. Tout cela montre que les deux époux doivent partager le même degré d'engagement. Au lendemain de la nuit nuptiale, des détails permettent d'indiquer la virginité de la femme. Mais seuls les initiés sont capables de lire cela entre ses feuilles. L'honneur est très important chez les Balantes, tout comme le respect des traditions, à l'instar de ces coups de pilon qui indiquent l'engagement de la femme à travailler pour le bien-être de la famille. Et s'il arrive que la femme soit stérile, la solution peut venir de la médecine traditionnelle. La méthode de guérison est assez particulière. J'ai hérité ce savoir de mes parents. Je ne voulais pas au début m'adonner à cette pratique, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'y obligeait. La culture Balante présente beaucoup de similitudes avec celle des Diola. C'est peut-être dû à la proximité géographique. Le Diola, le passage d'un homme à l'adulte, il faut qu'il soit initié. C'est ainsi que les Balantes aussi sont initiés. Et même sur les préparations, par exemple, on aime souvent la préparation à base de régime de palmier. Là aussi, les Diola l'aiment beaucoup. Nous avons aussi une autre similitude, c'est la récolte du vin, parce que ça fait partie des activités principales de Balantes, ainsi que chez les Diola aussi. Dans certaines contrées Balantes, des facettes importantes de la culture ont tendance à disparaître, à l'instar des rites funéraires, car seuls les initiés ont le droit de procéder à ce rituel, et de plus en plus, les cérémonies d'initiation se font rares. Sur un autre terrain, après la rubrique au cœur de nos cultures, sur un autre terrain, disais-je, des femmes qui ont réalisé une grande performance. Les Lions du handball qui se sont qualifiés en finale du championnat d'Afrique de la discipline et au mondial. C'était lundi au terme d'un match dominé de bout en bout face aux championnes d'Afrique en titre, les Aigles de Carthage, la Tunisie. Résumé de la rencontre avec Seydina Alundiko. C'est la danse de finalistes tombeuses des champions d'Afrique en titre. Le Sénégal bat la Tunisie et se qualifie à la fois en finale du championnat d'Afrique de handball et au mondial de la discipline.
Une performance gigantesque, c'est la première fois depuis 42 ans que le pays de la Teranga réussit à se hisser à ce stade de la grand-messe du handball féminin africain. Les Aigles de Carthage battent de l'aile dès le début de la partie, même pas le temps d'un envol. Elles subissent les coups de griffe de Lyon affamés, amenés par leur capitaine Dungu Kamara qui inscrit la bagatelle de 9 points en première période. Les Sénégalaises rejoignent les vestiaires avec une avance confortable, 17-11. La suite se résume à une maîtrise collective et tactique. Les protégés de Frédéric Boujon ne se feront jamais rejoindre dans la partie. L'écart de 6 points à la mi-temps est maintenu. 26-20, score final. Dungu Kamara est élu MVP. C'est une belle revanche pour les Lions qui ont défait celles qui les avaient barré la route en quart dans l'édition précédente. En finale, les Lions retrouveront les Palancras Negras de l'Angola, tombeuses du Cameroun, victorieuses aussi du Sénégal en phase de poule. Mais on imagine déjà que ce sera une autre paire de manches. À suivre juste après ce journal l'actualité de la 25e édition de la Foire internationale de Dakar avec nos équipes au CICES et à Fanta Badjia. Merci à tous encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.